Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Soleylac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises, et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, à l'aide de nos invités, nous voulons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Pour bien démarrer cette nouvelle saison d'Outdoor Minds, nous souhaitions mettre en lumière celle qui a enchaîné les victoires et les succès en compétition de slalom dans les années 80, puis qui a travaillé à la promotion des territoires de Savoie pendant plus de 30 ans, et qui, depuis 2019, a choisi de réunir ses deux casquettes professionnelles en tant que directrice générale du comité d'organisation des championnats du monde de ski alpin 2023 à Méribel et Courchevel. Bonjour Perrine Pellen. Bonjour Armelle, bonjour Ariane, enchantée d'être des vôtres. Ravie de t'accueillir sur ce podcast, Perrine. Si on jette un coup d'œil dans le rétroviseur, on constate que tout ce qui a trait à l'outdoor fait partie de ta vie personnelle comme professionnelle depuis toujours. Est-ce que tu peux, à ce titre, nous faire un petit rappel de ton parcours de sportif de haut niveau, puis de ta mission au sein de ce qui est devenu depuis l'agence Savoie-Mont-Blanc et plus récemment, nous parler de ce beau projet de championnat du monde 2023 qui se déroulera dans pile poil un an et un mois à Courchevel-Méribel, il me semble. Oui, c'est cela. Et effectivement, quand je me retourne sur mon parcours, je vois à quel point ma carrière de skieuse de haut niveau a complètement dicté quelque part la suite de mon parcours professionnel et ce avec grand bonheur. Donc j'ai été skieuse de haut niveau, j'ai été en Coupe du Monde pendant une dizaine d'années avec l'opportunité et le grand plaisir de skier sur de nombreuses pistes dans le monde entier. Et c'est vrai que quelque part, ce rapport à l'outdoor, je l'ai complètement fondé pendant toutes ces années où c'est vrai que si l'hiver, nous étions sur les pistes de ski, l'été, c'était avec beaucoup de bonheur que je gambadais en fait dans nos montagnes en Savoie, Haute-Savoie, et c'était en Isère quand j'étais jeune fille. Et puis l'été, bien sûr, un rendez-vous au bord de la mer, dans une maison familiale en Bretagne. Et tout ça a fait que j'ai une relation toute particulière avec l'outdoor et la nature plus particulièrement. Encore aujourd'hui, c'est vrai que c'est un marqueur fort de mon quotidien. Et dès que j'ai mal à la tête, je pars en montagne, je pars me balader et je reviens avec un esprit qui est complètement régénéré. Donc effectivement, après mon parcours de skieuse, je suis d'abord retournée à l'école parce que je souhaitais, après avoir mené des études de kinésithérapie, qui m'ont extrêmement intéressée, beaucoup apporté dans ma carrière de skieuse de haut niveau, j'ai voulu reprendre des études pour capitaliser sur mon expérience de skieuse de haut niveau, et j'ai suivi le 3e cycle d'HEC, en fait, ça s'appelle l'Institut supérieur des affaires, me permettant de m'apporter un nouveau bagage, une nouvelle corde à mon arc. Et c'est ce qui fait que j'ai rejoint ensuite le comité d'organisation d'Albertville. J'y tiens. En plus, cette année, on va fêter les 30 ans des Jeux Olympiques d'Albertville, où quelque part, ça a été le lancement de ma carrière professionnelle d'après-skieuse. Et donc, j'ai été pendant 2 ans à Paris, au marketing, au service marketing, sous l'égide d'IMG, qui était le spécialiste du marketing sportif. Et puis la dernière année au village olympique à Brive-les-Bains. Ça a du sens, parce que quelque part, je suis en train de boucler la boucle. Donc, après les Jeux Olympiques d'Albertville,
Michel Barnier, qui était coprésident avec Jean-Claude Killy, a fait de ces grands événements des moyens de promotion et de développement du tourisme. Et c'est ce qui m'a amené à répondre à la proposition de Michel Barnier de rejoindre ce qui était l'agence touristique Savoie, qui était en fait l'outil touristique au service de la promotion touristique du département. C'était que le département de la Savoie qui était promu à l'époque. Et c'est dans cet état d'esprit-là que il m'avait demandé d'aller chercher des candidatures, d'aller organiser des grands événements. Et c'est dans cet esprit-là qu'on a organisé des championnats du monde d'aviron pour après avoir mis un coup de projecteur sur la Savoie blanche avec les Jeux Olympiques. Après avoir développé la Tarentaise, l'idée c'était de mettre un coup de projecteur sur la Savoie des Lacs, la Savoie bleue, l'été. Et c'est comme ça qu'on a organisé les championnats du monde d'aviron. D'abord avec la marque Savoie. Et ensuite, il y a eu cette formidable aventure avec la création de Savoie Mont Blanc Tourisme, qui a été en fait la mise en commun des compétences de marketing et de communication des deux départements pour porter cette marque, pour la créer. Et aujourd'hui, c'est une très très belle marque. Et c'est dans ce même esprit également, avec l'événementiel aussi, comme étant l'un des fers de lance, nous avons organisé des championnats du monde de canoë-kayak, à nouveau d'aviron. Et puis nous avons été un gros partenaire des championnats du monde de Val d'Isère 2009 en tant que puissance invitante. Et voilà, je suis en train de boucler la boucle en retrouvant à la fois mon territoire de cœur. Il faut savoir que j'ai appris à skier à Courchevel et j'ai jamais œuvré pour ma discipline de cœur qui est le ski. Et je me retrouve effectivement en 2019 directrice générale du comité d'organisation des championnats du monde de ski alpin Courchevel-Méribel 2023. Et qui a endossé depuis 6 mois maintenant également l'organisation des finales de la Coupe du Monde qui vont se passer le mois prochain à Méribel et Courchevel. La finale de la Coupe du Monde, c'est la clôture de la saison, c'est le feu d'artifice. En plus, on va pouvoir célébrer toutes les médailles de nos sportifs, de nos skieurs qui vont remporter de belles victoires à Pékin. Et pour nous, ça sera surtout un galop d'essai sur cet événement qui, pour nous, va être l'occasion de tester des enjeux majeurs comme tout le volet sportif, notamment, avec, vous avez peut-être entendu parler de la création de cette piste de l'éclipse. Si vous avez un peu d'imagination, vous retrouvez au départ. On a une vue panoramique juste incroyable sur les sommets aux alentours. Le Grand Bec, la Grande Casse, une piste avec une neige incroyable. Les sportifs vont pousser sur les bâtons là et après c'est juste ils rentrent dans un tunnel et avec une expérience extraordinaire. Alors les experts de la fédération internationale qualifient cette piste de l'une de celles qui devrait devenir l'une des pistes mythiques du circuit, positionnée entre Kitzbühel et Bormio. Autant vous dire que il faudra avoir le cœur bien accroché pour pouvoir dévaler cette piste. Tu as vu les images de Kitzbühel du week-end dernier avec des images au drone notamment qui sont absolument incroyables. Effectivement, et tout à fait, je pense que quand on voit la mise en image de la Formule 1 par exemple, quand on voit les images des skieurs, souvent des images un peu classiques, quand elles sont pas valorisées avec des outils comme les drones, c'est vrai que ça ne traduit pas du tout l'expérience réellement vécue par le skieur. Et je pense qu'on a beaucoup à gagner à valoriser le plus possible ce que représente de prendre le départ en mettant, par exemple, en écoutant les battements cardiaques. Enfin, il y a des tas d'astuces, je pense. La vitesse est bien mise en valeur, mais le drone est une très bonne idée pour valoriser ses exploits, quoi. Ce sont juste des héros. Alors, on va continuer un tout petit peu le retour en arrière, notamment pour parler du rapport entre les marques et les sportifs de haut niveau. Il a beaucoup évolué ces 30 dernières années.
Est-ce que tu peux nous dire comment ça se déroulait le sponsoring avec les marques lorsque tu étais sportive en compétition et comment tu appréhendes ces partenariats maintenant que tu es passée sur le volet plus organisationnel des événements sportifs? Alors c'est vrai que à mon époque on était à l'âge de pierre. On n'avait pas de donc pendant la première je dirais moitié de ma carrière, pas du tout de bandeau partenaire sur le bonnet. Et une petite anecdote, c'est vrai que la première, quand je quelque part, je fais ma première saison aux Coupes du Monde, je gagne 3 ou 4 Coupes du Monde, j'ai 16 ans et demi, et j'ai une très belle récompense de la part de mon équipementier, Rossignol, j'ai eu droit à une sorbetière. Voilà, pour me régaler, il me savait gourmande, et j'ai eu une magnifique sorbetière, et très bonne qualité parce que je l'utilise encore. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil à la fin de mon parcours. Donc, par contre, on était dans une dynamique très collective, c'est-à-dire qu'on était vraiment équipés de la tête aux pieds par tous les partenaires du pool de l'équipe de France, par la Fédération française de ski. Il n'y avait pas du tout d'affichage comme c'est le cas maintenant. Par contre, on avait des primes de course qui étaient également doublées par celles de la fédération, mais les équipementiers nous accompagnaient. Alors que quand je vois maintenant la place des marques au niveau des équipes, des athlètes, en tout cas les têtes d'affiche, quand je vois au niveau de la France un Alexis par exemple, quand je vois Martin Fourcade, quand je vois la place des marques et le lien, la place que réservent les marques à leurs ambassadeurs, c'est juste incroyable. C'est vrai que ce sont de vraies inspirations pour les jeunes. Et c'est l'occasion de faire le lien avec nous, Courchevel 2023, avec l'ambition que nous avons, bien que nous, comité d'organisation, nous nous inscrivons dans un cadre qui est celui de l'ayant droit de la Fédération internationale de ski, puisque les droits marketing et de télévision ont été achetés par Infront. Nous avons fait le choix de racheter des droits pour pouvoir engager des marques pour leur permettre de rejoindre le comité, de capitaliser sur cet événement phare qui, pour rappel, est un événement qui se présente en France. Il se trouve que c'est en Savoie-Mont-Blanc et que c'est à Courchevel-Méribel tous les 15 ans, si on considère que Val d'Isère 2009, c'était il y a 14 ans. Et auparavant, c'était les Jeux Olympiques 17 ans avant. Donc autant vous dire que c'est un événement rare et majeur. Et donc, il nous paraissait important de pouvoir faire une place à des entreprises qui, quelque part, avaient envie de s'associer à cet événement phare. Et c'est ainsi que notre premier partenaire national a été annoncé, et c'est la Caisse d'épargne qu'on est très heureux d'accueillir en tant que premier partenaire national. Et ce projet étant véritablement dans la droite ligne de leur stratégie en tant que banque de la montagne, et ça permet de nourrir encore plus leurs valeurs en termes d'exemplarité, le lien avec la montagne fort, le soutien aux acteurs. Et puis il y a cette dimension RSE qu'on aura peut-être l'occasion d'évoquer un peu plus tard dans notre échange. Oui, absolument. Et justement, on parle là, comme tu parlais, d'alignement finalement entre la Caisse d'épargne et cet événement. Comme tu le sais, ce podcast, il est dédié aux marques et aux acteurs du tourisme, donc à l'outdoor au sens large, mais aussi au capital immatériel des marques et des territoires. Et justement, il y a eu une évaluation du capital immatériel du territoire des Alpes qui a été réalisée par la Caisse d'épargne il y a presque 10 ans. Est-ce que tu te rappelles des éléments qui étaient ressortis de cette étude ? Oui, alors tout à fait, puisque Savoie-Mont-Blanc avait été associé avec beaucoup d'intérêt à cette étude. Et ça avait été vraiment l'occasion de comprendre la place de toute cette dimension immatérielle que constitue notamment la place de l'humain sur les territoires,
C'est vrai, un dicton qui dit places makes people et inversement people makes places. Et ça, je crois tout à fait à cette réciprocité, c'est-à-dire que la place du territoire sur l'humain et à quel point, quand on se remémore les initiatives de nos pionniers qui ont créé ces stations de ski, qui étaient juste incroyables à l'époque. Et puis aussi, ce qui m'avait frappé, c'est la puissance de l'image, dans l'imaginaire quelque part du client, la place quelque part de l'image de nos territoires et des marques fortes comme celle incarnée par Courchevel et Méribel. On part déjà d'une marque qui est extrêmement puissante et ces deux dimensions, en même temps que les transferts d'expérience, sont des enjeux que je n'avais pas mesurés à l'époque et qui permettaient de valoriser un territoire autrement que par sa puissance économique, sa puissance démographique, tous ces éléments-là en fait. Et en tant que petit territoire, entre guillemets, par rapport à sa dimension très concrète, Savoie-Mont-Blanc bénéficiait d'ores et déjà d'un capital immatériel extrêmement fort et sur lequel on joue beaucoup. Prendre soin du capital humain sur les territoires de montagne est fondamental et c'est d'ailleurs indispensable pour faire face au changement de paradigme et conduire les transformations en bonne intelligence. Mais il y a aussi un autre pan du capital immatériel qui est essentiel, c'est le capital relationnel. Est-ce que tu peux nous parler de la place que prennent ces actifs immatériels relationnels au sein des championnats du monde et pourquoi est-ce qu'ils sont si importants à tes yeux ? C'est un sujet qui est juste essentiel en fait. Pourquoi ? Parce que ces grands événements, pour les organiser, on met en place un comité d'organisation qui va s'entourer des services d'un collectif d'experts, et surtout on s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle des personnes qui sont ce qu'on appelle plug and play, c'est-à-dire c'est des gens qui connaissent les sujets, qui n'ont pas besoin d'apprendre. On est sur une échelle de temps qui est extrêmement courte, mais par contre, l'une des clés de la réussite, c'est l'ancrage avec le territoire, l'ancrage avec tous ceux qui font l'écosystème des stations. Je pense au club des sports, je pense aux mairies, je pense aux sociopros, je pense aux écoles de ski. Il se trouve que ces championnats du monde ne nous appartiennent pas. Il faut quelque part, il faut qu'ils dépassent la propriété du comité d'organisation pour que ça devienne l'affaire de tous. Et ça ne peut le devenir que si quelque part on a été en capacité de transmettre la puissance et ce que peut représenter ces championnats du monde dans l'univers de chacun. Et tout ça dans un écosystème, comme je le disais, où on n'est pas du tout dans une organisation hiérarchique, puisqu'on est un petit comité. Mais par contre, si je prends l'exemple du sport, la direction des sports est bien sûr portée par les clubs des sports. La direction du site peut être portée également par une entité de la station. Et là, pour le coup, la direction des sports sur Courchevel est portée par le club des sports de Courchevel. À Méribel, c'est porté par l'école de ski, en fait. Donc tout ça pour dire que le relationnel est une des clés de la réussite, en fait. C'est pas toujours simple, mais je suis persuadée que c'est une clé de la réussite, d'autant plus que quelque part, le petit collectif qui est embauché pour travailler pour ce comité d'organisation, il est mobilisé H24, mais il n'est que de passage. Et tout l'enjeu, en tout cas, moi, c'est mon ambition, c'est de faire en sorte que ces championnats du monde, ils puissent laisser un impact sur le territoire. Moi, je suis marquée au fer rouge par les Jeux Olympiques, par quelque part le chemin que nous a montré Michel Barnier en termes
quand on organise un événement, c'est pas pour les 15 jours, mais c'est bien pour laisser un héritage durable. Donc l'idée, c'est de laisser chacun s'approprie pour ça puisse être quelque part un marqueur dans le territoire, et puis surtout que ça puisse être utile à la fois sur le plan humain, parce qu'on va vivre des expériences de dingue, mais au final, bien évidemment, utile pour le business de chacun. Persuadé que, avec la médiatisation de l'événement, on parle de 1000 heures de retransmission de télévision et de 500 millions de téléspectateurs, c'est juste unique. S'il avait fallu se payer une campagne de communication de cette ampleur, on n'y serait même jamais arrivé en cumulant les budgets d'une dizaine d'années. Donc tout ça pour dire que le relationnel, pour moi, est un enjeu essentiel. Et l'idée, nous, comité d'organisation, c'est qu'on puisse justement, l'idée, c'est d'inciter, d'embarquer pour que chacun puisse bénéficier autant que faire se peut de cet événement qui est juste exceptionnel. Oui, il y a aussi, on en parlait au démarrage de cet épisode, des efforts qui sont réalisés au niveau, en matière de responsabilité sociétale des entreprises et de l'événement, la fameuse RSE. Il y a pas mal d'éléments qui ont été mis en place pour l'édition 2023 des championnats du monde. Beaucoup d'engagement, ça te tient à cœur. Est-ce que tu peux nous détailler ce sujet ? Oui, avec plaisir. Cette dimension RSE fait partie de l'ADN du projet, cette dimension environnementale, puisque dès le stade de la candidature, la fédération avait signé la charte des 15 engagements en matière de développement durable proposés par le ministère en lien avec WWF. Et au moment où le changement climatique vient tous nous impacter, de près, de loin, mais les montagnards encore plus, alors que les montagnards sont souvent stigmatisés, laissant entendre qu'ils ne sont pas respectueux de l'environnement. On les côtoie, moi je les côtoie au quotidien, je vois qu'il y a des initiatives extrêmement intéressantes qui sont menées par les uns et les autres, qui sont complètement sous-valorisées. L'idée véritablement, c'est de faire de cet événement un événement vitrine de la montagne française, pour mettre le meilleur dans cette vitrine et pour ne pas être que dans le discours. On a poursuivi, on a développé une démarche qui permet de s'engager véritablement et de pouvoir attester de notre engagement via une certification vers lequel nous sommes partis. C'est la certification 20121 qui atteste des organisations sportives éco-responsables. Et on marche également vers l'évaluation d'un bilan carbone que nous allons conduire en test dès les finales de la Coupe du Monde. Et pour ce faire, nous sommes accompagnés de 2 cabinets spécialisés qui accompagnent des grands événements sportifs internationaux tels que Paris 2024, la Coupe du Monde de foot, du rugby. Donc c'est le cabinet Eric Conseil que vous connaissez peut-être, et puis The Shift. Donc l'idée étant de faire en sorte que cet enjeu ne soit pas porté que par la personne responsable de ce sujet, on a une personne dédiée au sujet, ne soit pas qu'une intention, mais bien quelque part qu'elle soit suivie de fait. On a un séminaire dans ce sens-là prochainement pour que le cabinet puisse quelque part une journée de sensibilisation qui va permettre à chacun ensuite de pouvoir décliner de manière très opérationnelle dans chacun des secteurs ce sujet qui est plus que crucial pour nous. Et puis pendant l'événement, comme je le disais, avec la volonté de mettre en vitrine le meilleur de la montagne, l'idée c'est que au-delà de l'expérience spectateur que nous allons proposer dans le village, on sait que l'élément déclenchant, bien sûr, c'est de pouvoir vivre des émotions en suivant les exploits des athlètes, de passer une journée à la montagne. Ce qu'on souhaite également, c'est de pouvoir
proposer une expérience complémentaire à l'occasion de la composition de ce village spectateur, où l'idée c'est qu'on ait 3 pôles, qu'on ait un pôle innovation. Donc là, on est en lien avec le CEA, en particulier le LETI. Et l'idée, c'est de montrer qu'il y a cette facette innovation dans nos montagnes, dans notre région. Une facette également, la montagne dans toutes ses dimensions, avec aussi la possibilité de proposer des animations au niveau de ce qu'on peut faire en montagne. Et le dernier sujet, c'est un volet en lien avec les associations, sensibilisation à l'environnement. On a mis en place un comité RSE en présence à la fois des associations que sont Mountain Wilderness, Mountain Rider, Protect Our Winter, mais aussi le parc de la Vanoise, par exemple, quelques-uns des parties prenantes, en plus des remontées mécaniques, en plus des mairies. Et l'idée, c'est qu'on soit véritablement dans de la co-construction d'action, en fait, et de laisser un héritage durable sur ce sujet aussi, pour pouvoir éventuellement proposer des bonnes pratiques à d'autres organisateurs de Coupe du Monde dans nos stations qui se dérouleront après les championnats du monde. Voilà, c'est tout notre programme, toute une partie de notre programme. Donc c'est un quotidien, le quotidien d'une directrice générale du comité d'organisation des championnats du monde est bien riche et dense tant au niveau humain que relationnel, qu'au niveau de l'innovation, c'est dense, non ? Ah oui, il y a une diversité de sujets qui est extrêmement intéressant. Et je vous cache pas que quelquefois on a la tête bien pleine, mais on a un bureau, le bureau du comité d'organisation est au Prat, et avec le grand bonheur, on lève la tête et on est complètement nourri par la beauté des paysages. Et je vous cache pas que de temps en temps, quand j'ai la tête qui chauffe trop, j'ai mes skis et je pars m'échapper 1 heure. Je vais skier entre midi et 2, 1 heure, 2 pistes, et ça me permet de me ressourcer pour la fin de la journée. Mais en tout cas, tout ça pour dire que le lien avec l'outdoor, la nature, est un sujet qui est pour moi très important et très régénérant. Tu retournes aux fondamentaux. Exactement, et je boucle la boucle. C'est vrai que j'étais à Bride-les-Bains pour les JO, et je vais finir, voilà, et je poursuis, je boucle la boucle avec Courchevel-Méribel 2023, avec grand bonheur pour ce projet qui est juste majestueux, qui a une ambition très forte pour l'ensemble de la montagne française. Merci beaucoup Perrine Pellène d'avoir été notre invitée. Voici les 3 points à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que la place de l'humain sur les territoires, la place de l'image de nos territoires et la puissance du transfert des connaissances sont fondamentales dans l'expérience globale de nos visiteurs touristiques. Le second, c'est que le relationnel est une des, si ce n'est la clé de la réussite dans le cadre d'événements majeurs comme des JO ou des championnats du monde qui ont vocation à laisser un héritage positif de longue durée pour les territoires qui les accueillent. Et enfin, pour que le développement durable ne soit pas qu'un beau discours, la mise en place d'une certification, d'un bilan carbone, d'une personne dédiée et d'un comité de suivi permettent de transformer une intention en véritable action en matière de responsabilité sociétale des entreprises et de faire émerger des bonnes pratiques qui pourront servir à l'avenir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.